Bonsoir, mesdames et messieurs. Les 16 et 17 juillet 1942, plus de 13 000 personnes, dont près d'un tiers d'enfants, sont arrêtés dans Paris et sa banlieue. Presque tous ont été assassinés, moins de 100 ont survécu à leur déportation. Effectuées à la demande du Troisième Reich, ces arrestations ont été menées avec la collaboration de 7 000 policiers et gendarmes français du gouvernement de Vichy. Ces derniers étaient assistés de 300 militants du PPF, le Parti populaire français mené par Jacques Doriot. La rafle du vélodrome d'hiver, qu'on appelle plus souvent la rafle du Veldiv, est la plus grande arrestation massive de juifs réalisée en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette blessure encore vive de notre histoire s'est déroulée près d'ici, dans notre 15e arrondissement de Paris. Chaque année maintenant, le patronage laïque Jules Vallès, en partenariat avec l'association DLP 15, Démocratie locale participative du 15e, organise une soirée en mémoire aux victimes de la barbarie nazie. Comme un devoir de mémoire pour que personne n'oublie, pour que restent aussi vivaces que possible dans nos esprits les valeurs de courage, de résistance et d'engagement qui font la force de notre idéal républicain. Ce soir est projeté le documentaire de Jérôme Prieur qui met en image le journal d'Hélène Baird, une étudiante juive arrêtée à son domicile, non loin d'ici, dans le 7e arrondissement de Paris, le 8 mars 1944. Elle fut ensuite détenue à Drancy, puis déportée à Auschwitz avec son père et sa mère. D'Auschwitz, elle sera convoyée à Bergen-Belsen, où elle mourra quelques jours avant la libération de ce camp par les troupes anglaises, le 10 avril 1945. Le journal d'Hélène Baird est avant tout un témoignage sobre et pudique sur la vie, les aspirations et l'oppression subie. Il en résulte une véritable œuvre littéraire, ponctuée de citations de grands auteurs tels que Shakespeare ou Lewis Carroll. À l'issue de la projection, nous aurons l'honneur de recevoir Madame Marie-Josée Chambard-Delot, ici présente. Et je remercie vivement d'avoir répondu à notre invitation, qui pourra faire part de son témoignage et qui pourra aussi échanger avec vous. Le réalisateur, Jérôme Prieur, sera aussi là. Je crois qu'il n'est pas encore arrivé, mais il va arriver. Et donc, il nous rejoindra et pourra aussi échanger avec vous. C'est une soirée toujours émouvante, hein. Et je vais laisser le micro à Selda Besnier qui est en partenariat avec le patronage laïque, avec qui on a fait cet événement. Et voilà, venez Selda, je vous passe le micro. Merci Stéphane. Bonsoir Madame Chambard-Delot, bonsoir Madame Toubiana, bonsoir à tous. Je suis très émue de vous accueillir si nombreux. Il y a un an, à l'occasion du 70e anniversaire de la libération du camp de déportation, notre association a sollicité Stéphane Gaulier, que je remercie encore ce soir, pour projeter un documentaire inédit qui retraçait la traversée d'une Europe en flammes par des Juifs qui cherchaient à échapper à la mort et rejoindre Istanbul. Ce soir-là, nous avons eu l'honneur d'avoir parmi nous des témoins qui ont vécu cette période et ce voyage périlleux. Certains sont de nouveau parmi nous ce soir et je les en remercie. Notre association a décidé d'organiser chaque année une soirée débat en mémoire des victimes de la déportation puisque le Veldiv se situait hélas dans notre arrondissement. L'objet n'est pas de se substituer à la cérémonie officielle ni à des veillées commémoratives. Il s'agit simplement, au terme d'une projection, de donner la possibilité aux citoyens de débattre avec des grands témoins de cette époque, des réalisateurs ou des chercheurs pour que cette barbarie ne se reproduise plus jamais et surtout pour donner aux futures générations les outils pour faire rempart à la haine. La compréhension et la tolérance sont les fondements du vivre ensemble. Notre ami Maurice, en charge de notre activité ciné-citoyen, nous a proposé le film de Jérôme Prieur, que je remercie d'avoir accepté de partager avec nous sa réalisation d'une œuvre à partir de l'émouvant journal d'Hélène Baird. Excusez-moi, moi-même, je suis très émue. Je remercie également Marie-Josée Chambard-Delot, présidente de la Fondation Mémoire de la déportation,
de nous faire l'honneur de témoigner. Depuis qu'elle est lycéenne, elle s'est battue pour les valeurs essentielles de notre République, au risque d'y laisser sa vie. Enfin, je vous remercie tous pour votre présence, qui témoigne de l'importance que vous accordez également à ces valeurs. Avant de passer la parole à Madame Toubiana, qui représente Philippe Goujon, le député-maire de l'arrondissement, je tenais à vous faire part des regrets de Catherine Vieux-Charrier, adjointe de la maire de Paris, Anne Hidalgo, de ne pouvoir participer à cette soirée du fait d'un impondérable. Merci. Bonsoir, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Madame Toubiana, je suis adjointe au maire du 15e, qui est tout à fait désolée de ne pas être parmi vous. En effet, chaque année, l'association DLP 15 propose au patronage laïque une soirée en mémoire des victimes de la rafle du Veldiv. L'année dernière, j'étais à vos côtés pour la projection du film Turkish Passport et je vous en remercie. Je salue l'initiative de DLP 15, de ses membres, de Madame Sedda Besnier, car il est vrai que le 15e est plus que d'autres concernés par cette barbarie, comme vous l'avez rappelé. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer que dans près d'un an, le Jardin du Souvenir, rue Nélaton, à l'endroit même du Veldiv, verra le jour et ce sera un lieu de recueillement tout à fait exceptionnel. Le documentaire que nous allons voir ce soir retrace le journal d'Hélène Baird entre avril 1942 et février 1944, évoquant sa vie sous l'occupation jusqu'à son arrestation et sa déportation vers Auschwitz. Je ne peux vous parler de ce documentaire, Hélène Baird, une jeune fille dans Paris occupé, car je ne l'ai pas vu moi-même et je vais le découvrir avec vous. Mais il s'agit sans doute d'une œuvre d'une exceptionnelle qualité qui a reçu le prix du meilleur documentaire de télévision 2014. Ce journal intime d'Hélène Baird, jeune fille de la bourgeoisie juive, mérite d'être autant connu que celui d'Anne Frank. Sa vie sordide, incarnée par les mesures discriminatoires contre les juifs, le port de l'étoile jaune, l'interdiction qu'elle a subie de passer l'agrégation en raison des lois antisémites de Vichy, et les derniers mots qui résument si atrocement sa vie, aurore, aurore, aurore. Sa fin fut horrible, puisqu'elle fut battue à mort par une gardienne dans le camp de Bergen-Belsen quelques jours avant sa libération. Madame Marie-Josée Chombardelot, grande figure de la résistance, qui avait réussi à survivre du camp de Ravensbrück, votre témoignage est précieux et exceptionnel, pour ne pas oublier ceux et celles qui ne sont jamais revenus de l'horreur. Madame, vous n'avez cessé de militer toute votre vie au sein de la Ligue des droits de l'homme, des maires de la place de Mai durant la dictature argentine. Là encore, le 15e a voulu témoigner de cette barbarie, puisque vous le savez sans doute, un jardin du 15e porte le nom des maires et grands-mères de la place de Mai. Votre regard inquiet sur la société est quand même rempli d'espoir, et c'est ce que nous allons retenir, car comme vous l'avez dit, il y a toujours quelques individus capables de se lever et de modifier le cours des choses. Grâce à votre témoignage, à l'œuvre de la pédagogie de vous tous, et grâce à vous, Madame, nous n'oublierons jamais. Oui, je vais dire un mot, parce que c'est très difficile de parler après ce film, je crois. Au moins sur la façon de procéder qui a été la mienne, et peut-être aussi sur l'histoire du journal, enfin, des questions que vous vous posez et auxquelles le film ne répond pas. Ce journal d'Hélène Baird a été sauvé et est arrivé dans la famille juste après la libération. Et il est resté dans la famille. Il a été dactylographié. Une version de ce journal a été dactylographiée et elle est restée dans la famille avant que, très longtemps après, dans les années 1990, si je ne me trompe pas, Mariette Job, l'une des nièces d'Hélène Baird, la fille de Denise, la sœur d'Hélène Baird, décide de partir à la recherche de Jean Morawiecki, l'ami, le fiancé
d'Ellenberg, qui a survécu, qui s'est engagé, comme le film le laisse comprendre, à la mi-temps du film, à la mi-temps du journal, et qui a survécu à la guerre, et qui a eu une carrière de diplomate, etc. Et donc, je crois que c'était un grand moment quand Mariette Job a réussi à retrouver Jean Morawiecki. Ça a été forcément une très grande émotion. Et de cette rencontre, il est advenu un événement important qui a été, au bout de quelques temps, au bout de quelques mois ou de quelques années, le fait que Jean Morawiecki a donné le manuscrit à Mariette Job, le manuscrit de ce journal. Et puis, il s'est encore écoulé du temps avant que Mariette Job ne décide de faire une autre dactylographie de ce manuscrit, de ce texte, enfin de compléter la dactylographie qui existait pour rétablir le texte dans son intégrité. Je ne sais pas s'il y avait énormément de différences, mais enfin, en tout cas, elle est parvenue à un texte au plus près, au plus fidèle du journal. Puis c'est écoulé encore du temps, quoi, parce que je pense qu'un tel journal, dont la force littéraire, dont la puissance d'évocation, dont l'importance historique nous frappe aujourd'hui, est aussi un fardeau, je pense, pour une famille et donc et pour des proches. Et donc, il a fallu du temps, il a fallu attendre 2008, l'année 2008, pour que ce journal soit enfin publié chez un éditeur et qu'il ait un grand succès en France, mais aussi à l'étranger, avec de très nombreuses traductions, une édition normale et puis une édition de poche. Enfin voilà, un grand retentissement accompagné aussi, il faut dire, par une très magnifique préface de Patrick Modiano, qui a été évidemment infiniment touché par ce texte. Enfin, il conclut sa préface en disant une voix, et en parlant d'Ellenberg, une voix, une présence que nous n'oublierons jamais. Je crois que c'est vraiment le cas. Et quand l'occasion, je ne sais pas comment dire, l'occasion, je ne veux pas dire la chance, mais l'occasion m'a été donnée de faire un film à partir de ce journal. Enfin, je l'ai pris comme un cadeau, mais comme un cadeau sacré, enfin quelque chose qui vous laisse tremblant. Hein. Et je me suis dit une chose tout de suite, je me suis dit, je ne peux adapter ce journal qu'en faisant d'Ellenberg le personnage principal. Il est hors de question que qui que ce soit lui fasse de l'ombre. Et donc, qui que ce soit lui fasse de l'ombre, ça veut dire que je me suis interdit aussitôt, alors que je l'ai fait dans bien d'autres films, et avec passion, avec amour, avec curiosité, je me suis interdit de filmer, par exemple, des historiens, par exemple, des témoins. Je voulais que, finalement, au bout du film, de ce film qui fait 1h30, on ait l'impression d'avoir vu Ellenberg, alors même qu'il n'existe qu'une poignée de photos, aucun film amateur, aucun enregistrement sonore, mais qu'on ait cette impression de l'avoir entendu, puisqu'évidemment tout le texte, toute la voix portée par la comédienne Céline Salette, évidemment, et in extenso vient du journal, enfin d'éléments du journal. Le journal est plus long. Une lecture continue du journal fait à peu près 8 heures, hein, je crois. Donc c'est même si le film parle beaucoup, c'est évidemment ceux qui n'ont pas lu le journal, j'espère qu'ils vont le lire, parce que il y a d'autres pages que celles que vous avez entendues. Mais donc je voulais qu'on entende la voix, qu'on retrouve la voix de cette jeune fille, d'Ellenberg, et je voulais qu'on voit ce que ses yeux avaient pu voir. Voilà, ça c'était un espèce de pari un peu fou, parce que vous pouvez vous dire, Paris n'a pas tellement changé depuis cette époque. C'est vrai, Paris n'a pas tellement changé, sauf que si on se met à filmer Paris aujourd'hui, aussitôt on voit que les façades sont plus claires, ont été ravalées, qu'il y a ce qui s'appelle le mobilier urbain qui
qui défigurent les trottoirs, sans parler de la circulation et des voitures, etc., etc. Et donc là, je me suis dit, c'est là où a été le pari fou, enfin pour parler en termes de cinéma, je me suis dit, je vais retrouver des films amateurs, je vais montrer comment était Paris à l'époque. Et puis bon, il existe des films amateurs de cette période, mais si je n'en trouve pas assez, ben je ruserai, j'utiliserai des plans venus des actualités, tournés un petit peu avant la guerre ou un petit peu après la guerre, ou je ferai la même chose avec les films amateurs, un petit peu avant la guerre ou un petit peu après la guerre. Voilà. Sauf qu'avec le cinéma, le cinéma ne ment pas. Le cinéma, il dit la vérité. Et dès qu'on voit une image qui n'est pas de cette époque, on voit tout de suite qu'elle détonne, qu'elle départ. Et donc, par chance, et je ne m'y attendais pas, par chance, enfin, il y a eu énormément de bandes de films amateurs qui ont été tournés à Paris sous l'occupation et qui nous permettent de respirer l'air empoisonné de cette époque ou l'air heureux de cette époque, puisqu'il était aussi important pour moi que cette jeune fille soit pas condamnée dès le début. Enfin, on aurait bien aimé que dans le titre, je dise dès le début une jeune fille juive, etc., etc. Je voulais que ce soit une jeune fille et qu'avec elle, on découvre qu'elle se voit un beau jour, un mauvais jour, un affreux jour, catalogué, désigné, dénoncé, marqué comme on marque les animaux par un signe distinctif, quoi, et que sa révolte soit aussi, sa révolte, son incompréhension, son envie d'être solidaire et tout cela, nous la ressentions, nous percevions ce que cela a pu être. Voilà. Et dans un journal qui est vraiment, vous l'avez vu, en deux temps, en deux périodes. Il y a la période avant le départ de Jean jusqu'à novembre 1942, où cette jeune fille est avec ce jeune homme. Il y a une lutte sans arrêt entre le soleil et les ténèbres, où il y a l'histoire d'une jeune fille amoureuse dans une famille et qui est sans arrêt rattrapée par les événements, par l'occupation, par la persécution des Juifs, par Vichy, par les nazis. Mais il y a l'espoir de la légèreté, il y a l'espoir de la jeunesse qui veut être plus forte que tout. Et puis il y a la deuxième partie du journal et aussi du film pendant laquelle ce jeune homme est parti, Jean-Marc Ravievski est parti, et on voit que Hélène Baird va vers je ne sais pas, vers son destin. Et donc évidemment, on va de plus en plus vers la tragédie. Mais moi, je suis profondément touchée par l'expression de cette jeune fille. J'avais 2 ans de moins qu'elle, mais j'ai vécu un autre côté, puisque c'est la résistance d'une jeune fille et les camps après. Mais je voudrais vous dire que vraiment, elle nous laisse un message sacré. Et je voulais profondément remercier Jérôme Prieur d'avoir monté cette réalisation. C'est très vrai. C'est très vrai, et j'attends votre réaction à vous, mais la jeune fille que j'étais pendant l'occupation, la résistante, les camps et les horreurs que j'ai connues, ressentent profondément cette présence de cette jeune fille. Sachez que je suis très près de cette histoire et c'est très bien d'avoir pu remonter et d'en faire un film qui est fidèle, qui donne l'expression de vie. Et je vous dis un très très grand merci de l'expression que vous avez donnée d'une vie. Pour moi, c'est une espèce de présence sacrée, elle est encore là. Oui, alors moi, je n'ai pas vraiment une question à poser, si ce n'est qu'à la limite, on peut imaginer que Marie-Josée Chambard-Delauve, que j'en profite pour saluer, rebondira.
Bon, la première chose d'abord que je dirais que c'est effectivement c'est un livre que j'ai lu, c'est un livre extraordinaire, c'est un livre d'une jeune femme extrêmement intelligente qui se bat sur tous les fronts. Alors votre film est effectivement très fidèle, mais bien sûr vous ne pouviez pas tout dire, hein. Et dans le livre, on y voit aussi très fortement quand même les rapports entre les hommes et les femmes à cette époque-là. On a l'impression d'ailleurs qu'il a été écrit il y a 100 ans. Et on voit bien que Hélène Baird se bat aussi contre une place de la femme qui est minime et contre le fait qu'effectivement, être jeune fille à cette époque, c'était relativement compliqué. Voilà. Oui, moi j'ai trouvé ce film tellement vrai, tellement effectivement ressenti. Je voudrais savoir s'il passera dans les écoles, si vous avez quand même des contacts avec l'enseignement justement en France, parce que c'est un film qui pourrait être vraiment projeté à tous les niveaux, aussi bien dans le primaire que dans le secondaire. C'est arrivé, hein, en effet. Je me souviens de l'avoir montré à Victor Duruy, avec Mariette Job. Il y avait, je crois, 4 classes qui étaient réunies et les enfants qui étaient, je sais pas, qui étaient des élèves de 3e, seconde, avaient préparé, avaient lu le journal, enfin, et étaient très, très sensibles, très touchés par cette histoire qu'ils découvraient en même temps pour beaucoup d'entre eux. Et donc, bien sûr, toutes les occasions de montrer ce film à des jeunes gens sont les bienvenus. Si vous avez d'autres, voilà, c'est bien sûr quelque chose qui se produit, qui s'est produit, qui se reproduira. D'autant qu'il y a quelque chose pour nous, Parisiens, qui est très saisissant. Enfin, moi, je me souviens, les premières projections de ce film, j'avais beaucoup de mal à en parler. J'étais comme vous, mais sauf bien que je l'ai monté pendant des semaines et des semaines. Mais les premières projections, j'avais énormément de mal à en parler. En fin de semaine, le montage, j'avais du mal avec la monteuse du film, avec Isabelle Poudvigne, à arrêter le montage comme si on abandonnait Hélène Baird. Vous voyez, enfin, c'est irraisonné, mais enfin, c'est des réactions comme ça. Et moi, je suis parisien, j'aime bien marcher, et il y a des moments où je traverse Paris et j'ai l'impression d'être toujours dans le même Paris. Évidemment, il a changé, ce que je rappelais à l'instant, mais on se retrouve place de la Concorde, on se retrouve au Trocadéro, on se retrouve rue de Rivoli, on se retrouve sur les quais de la Seine. Paris est toujours là. Paris a été le témoin de cette épouvantable tragédie. Et Paris est là. Il y a quelque chose comme ça qui va et vient entre nous, entre ces murs qui ont gardé l'empreinte de tous ces êtres, pas seulement d'Hélène, mais de tous ces êtres. Et puis aujourd'hui, c'est comme si cette histoire, évidemment, elle n'était pas... Elle était encore... elle suscitait encore beaucoup de fantômes et que ces fantômes n'arrêtent pas de revenir. J'aurais voulu savoir si les Juifs étaient dénoncés par leurs voisins, par leurs relations, et comment c'était? Il y a toutes sortes de cas de figure, hein. Il y a des gens qui ont été protégés, cachés par leurs voisins. Il y en a, voilà. Et ce qui se passe pour la famille Baird, c'est qu'évidemment, au vu du film, hein, vous comprenez qu'à un moment donné, ils sont arrêtés en mars 1944 et qu'ils ont été dénoncés. Et en effet, c'est d'autant plus terrible qu'on comprend à la lecture du journal que Raymond Baird, qui a toujours des fonctions importantes au sein de l'entreprise Kuhlmann, et sa femme ont du mal à quitter cet appartement où ils se sentent en sécurité. Ce sont des gens qui peuvent s'estimer plus protégés que d'autres. Vivre au Champ de Mars, c'est pas la même chose que de vivre dans le Sentier, quoi, par exemple. Et donc, bon, malgré cela, du fait de leurs activités, de l'activité de Madame Baird, de l'activité des filles Baird, ils savent très bien, ils n'ignorent pas du tout des activités au sein de l'UGIF, où ils savent très bien ce qu'on peut savoir. On est frappé par la clairvoyance et par la précision des informations qu'obtient cette jeune fille, cette jeune Hélène Baird. Et en même temps, on sent dans cette famille la
l'espèce de conviction qu'ils vont réussir à y échapper, et enfin et donc on sent à la lecture du journal qu'à un moment donné, tout de même, le débat a été tellement fort dans cette famille quant à savoir s'il fallait ou non rester dans l'appartement, qu'ils ont pris la décision, que M. Baird, Raymond Baird, a pris la décision de dormir ailleurs que dans l'appartement. Donc sa femme et lui dorment ailleurs, les filles dorment ailleurs, et ils reviennent dans la journée dans l'appartement. Et puis un jour, c'est humain, un jour, ils décident de rester là parce que, bon... C'est difficile de se dire, bon, cette nuit, il faut encore s'en aller. Voilà. Et puis cette nuit-là est la dernière nuit qu'ils passent dans l'appartement parce que quelqu'un les a vus et quelqu'un les dénonce à la police française. Sachant que M. Baird, que Raymond Baird a déjà été arrêté par la police française, comme on le voit mieux dans le film que l'épisode de la fin, puisque... Je me fie au journal, je ne raconte pas ce que le journal ne raconte pas, hein, mais on voit bien que Raymond Baird a été interné à Drancy, au camp de Drancy, et que c'est aussi l'un des rares à en être sorti, et que malgré cela, il revient et il reste à Paris. Oui, mais ce qui me frappe, c'est qu'il réussit sa vie jusqu'en 1944. Alors qu'il y a ce mal, cette traque petit à petit qui vient, le mal se tend. Et on le sait très fort dans le film, parce qu'au fond, ils ont une vie normale, milieu aisé, pendant longtemps. Et ils ont maintenu ça pendant longtemps, c'est une frappe, alors que beaucoup d'autres étaient déjà arrêtés. Vous voyez, ils ont réussi avec l'espoir peut-être. Mais le mal est là présent et on sent le poids de le film. On voit très bien comment ce drame atroce monte petit à petit. Comme dit un proverbe chinois, c'est toujours difficile, quand on connaît la fin, c'est toujours difficile de comprendre le début, quoi. Et je pense que le film, enfin le journal, le montre très bien. On voit qu'il y a une suite de marches, que l'on gravit ou que l'on descend, et puis on pense que c'est la dernière, mais c'est jamais la dernière, quoi. Je crois que c'est ça, et qu'il y a des familles beaucoup plus modestes socialement, économiquement, beaucoup plus menacés et tout ça, qui ont échappé à l'arrestation, à la mort, par un instinct de survie que certaines familles, plus habituées à son aisance, son confort, qui n'étaient pas adaptées à ce genre de situation. Voilà, je sais pas, parce qu'il y a un contraste très fort entre la lucidité, la clairvoyance, la manière dont cette famille est un poste d'observation, finalement, à cause de l'UGIF, à cause de l'entraide provisoire où travaillait Hélène Baird et sa sœur. Et on a envie de leur dire sans arrêt, mais partez, partez. Et puis on ne peut rien faire, on peut toujours leur dire de partir. Elles ne partent pas par une espèce de fidélité, de loyauté à ceux qui sont plus en danger qu'eux, par une fidélité, une loyauté envers tous ces enfants. Voilà. Comment réagir dans cette situation ? C'est une question à laquelle moi je ne peux répondre. C'est très difficile de réaliser. Ils espèrent toujours petit à petit qu'ils sont échappés, je pense. Mais ça, c'est cette chance progressive. Il ne se rend pas compte de la puissance nazie qui sera là et qui va les attraper un jour ou l'autre, les écraser. C'est cette monstruosité du nazisme qui est là derrière. On le sent très bien dans le film. Et ils ne savent pas jusqu'où ça va aller. Vous voyez, j'ai l'impression, ils espèrent malgré tout. Et ce mal puissant du nazisme, il est là. Et on le voit dans le film très bien, petit à petit monter, ceux qui sont pris, etc. Il y a un épisode qui m'a frappé, c'est de voir les enfants qui vont être emmenés. Parce que dans un premier temps, les nazis n'avaient pas demandé que les enfants soient déportés. Et c'est Laval qui a négocié pour que les enfants partent avec. C'est ça, on voit la culpabilité de Vichy qui ressort, mais ça c'est l'explication autour. On en reste là au vécu du film, surtout, pour ce que nous voulons voir.
Dans son journal, quand elle s'en va, est-ce qu'elle l'a expédié à son fiancé avant d'être arrêtée, Hélène? Non, parce que son fiancé, elle ne sait pas où il est, quoi. Il est en Espagne, puis après, en Espagne, c'est pour aller en Afrique du Nord, il ne sait pas où il est. Ce qu'elle confie par morceaux, quoi, c'est des éléments de son journal à la gouvernante, à la bonne de la famille, qui va sauver le journal en plusieurs morceaux. Voilà. Une petite contribution par rapport à ce qui a été dit sur la difficulté de se décider. En fait, on ne sait pas très bien, quand on est pris dans ce genre de situation, ce qu'on devrait faire ou ne pas faire. Et ça dépend un peu de son appartenance sociale, nationale, de pays d'origine. Et il a été dit dans le film que les recherches des Juifs se faisaient par nationalité. Il y avait les Polonais, etc., les gens d'Europe centrale, les Grecs, etc. Et alors, il n'y avait pas tellement d'unité et certains se sentaient prémunis. Et bon, moi, j'appartiens à une famille d'origine hongroise, juive. Ce n'était pas les plus nombreux, effectivement, à Paris, mais il y avait quand même quelques dizaines de milliers de personnes. Et mon père a tout de suite compris qu'il y avait là un danger potentiel. On était dans une famille d'artisans photographes, comme beaucoup d'autres. Et en 1942, au début du mois de mai, nous avons pris conscience du danger. Et ma mère a dit, pas question que tu portes l'étoile jaune. Et je devais avoir 6 ans à la fin du mois de mai. Donc, ils ont pris leurs dispositions. Et on est parti en zone libre à Lyon, ma mère et moi, et mon père est allé chercher un point de refuge dans le sud-ouest, en Dordogne. Bon, donc il y a eu cette conscience du danger. Il y a eu plusieurs familles voisines de même appartenance qui ont pris aussi conscience de cette façon et qui ont commencé à fuir vers la zone libre. Et puis d'autres se sentaient au contraire prémunis en raison de leur assise sociale, de leur ancienneté, d'être des Français patriotes, décorés, de vaillants combattants. Et en quelque sorte, ça a joué contre nous. On était dans la sécurité permanente et on a pris nos dispositions très rapidement. Bon, évidemment, nos biens ont été saisis, arianisés, mais on a pu comme ça avoir la vie sauve. Moi, je suis passé grâce à la CIMAD, je rends hommage à cette organisation, au Chambon-sur-Lignon. Et ensuite, j'ai rejoint mes parents dans un petit village de Dordogne. Mon père, évidemment, est très vite passé dans le maquis, dans les Fifi. Et c'est comme ça que nous avons pu vivre. Donc, vous voyez, les ressentiments, le degré de lucidité était très différent selon les familles. Est-ce qu'on sait comment, enfin grâce à quoi, grâce à qui, Monsieur Baird a pu être libéré la première fois de Drancy? Ce que dit le journal, c'est que Eugene Kuhlmann, son entreprise, a payé une rançon, enfin payé une caution, voilà. Mais comme le dit Marie-Josée Chambardelot, c'était rarissime. Et c'est pas parce que quelqu'un était prêt à payer une caution ou une rançon qu'on sortait de Drancy. Donc il a eu énormément de chance à ce moment-là, mais chance qu'il n'a pas saisie. Enfin, on ne va pas faire de reproches aujourd'hui, ce serait totalement déplacé. Mais il n'a pas senti qu'au moins il fallait qu'il fasse partir sa famille, hein, parce que sa femme, ses 2 filles restent là, alors que les autres enfants, le fils est je ne sais plus, en Auvergne, la fille est dans le Midi, l'autre fille, la fille aînée, voilà, la famille s'est déjà dispersée, disloquée, mais les deux filles les plus jeunes restent avec le père et la mère à Paris, dans cet appartement à l'ombre de la Tour Eiffel. Alors ce qui est frappant quand on lit le journal et quand on l'adapte comme je l'ai fait, on le lit beaucoup et on ne cesse de relire. Ce qui est très frappant, c'est de voir que le père a un rôle important
qu'il soit présent, qu'il soit absent, qu'il soit à Drancy ou qu'il ne soit pas à Drancy, dans la première partie du journal, et qu'ensuite, quand il est rendu à sa famille, quand il est libéré, il n'existe presque plus, enfin comme personnage, il n'existe presque plus. C'est-à-dire que sous la plume, sous le talent d'écrivain, de romancier, même si c'est sa vie qu'elle raconte, d'Hélène Baird, le père est devenu une figure très insaisissable, alors que quand il est à Drancy, il compte beaucoup. Enfin, puis vous avez entendu cette scène quand la famille va le voir à la préfecture de police et tout ça, où on sent l'humour du père, sa résistance et tout ça, son esprit caustique. Et puis on comprend petit à petit qu'il est abattu par ce séjour effroyable à Drancy, mais qui est bien moindre que ce qui leur sera réservé ensuite. Mais monsieur a raison, la persécution des Juifs de France nous confronte les historiens, confronte les survivants à une infinité de destins individuels, comme si rien n'était complètement écrit à chaque fois, parce que vous avez fait part de la réaction de votre père. En même temps, il y a des familles très comparables à la vôtre qui ont disparu complètement dans les camps. Enfin, évidemment, il y a une capacité à résister individuellement, instinctivement, qui n'est pas partagée par tous les individus et auxquels certains sont plus préparés que d'autres. Et on sent très bien, c'est magnifique, je trouve, dans le journal, le moment où Hélène Baird a ce dilemme vraiment devant l'étoile jaune, quoi. C'est une saloperie, je ne vais pas la porter. Et en même temps, si je ne la porte pas, je ne suis pas solidaire de ceux qui vont la porter. Voilà. Alors là, je peux raconter juste une petite chose, c'est que quand j'ai tourné des objets de famille, il y en a très peu, quelques lettres en dehors du manuscrit, qui est la seule tombe de cette jeune fille, de ce manuscrit. Donc il est extrêmement émouvant. Quand je l'ai vu la première fois, avec cette liasse de papier, cette petite écriture si magnifique... Voilà, il y a ça, il y a quelques photos, il y a ces livres, il y a quelques-uns de ces livres qui nous restent. Et puis j'avais demandé à Mariette Job s'il restait son étoile jaune. Son étoile, nous ne l'avons plus, mais nous avons une des étoiles. Enfin, dans la famille, il y a une étoile jaune qui a valu d'ailleurs la première arrestation à Raymond Baird. Il y a cette étoile, voilà. Et Dieu sait que j'en ai vu... filmé, photographié dans des musées, enfin en vrai. Et quand elle me l'a apporté, j'ai eu comme un geste de refus absolument instinctif. C'était pas possible pour moi de filmer cet objet comme s'il était encore complètement toxique, complètement empoisonné, et que le filmer, ça aurait été relayer cette charge négative qui était toujours accrochée dans cette étoile. Donc j'ai refusé. Enfin, voilà. Hélène Baird dit plusieurs fois dans le film qu'elle est juive, et qu'elle est juive, bien sûr, mais qu'elle est surtout française et qu'elle refuse ces différences. Et je crois que vous avez beaucoup insisté là-dessus. Est-ce que vous ne pensez pas justement qu'elle a essayé de ne pas se cacher, de ne pas fuir, justement parce que jusqu'au bout, elle a refusé cette différence que les Allemands voulaient montrer entre les Juifs et les Français, qu'elle se sentait française à 100%, et que pour elle, être juif, ce n'était pas une race. Tout à fait. Quoi. C'est presque, elle découvre avec effarement qu'elle est juive, qu'on la distingue à l'intérieur de la population française comme juive. Enfin, voilà, elle analyse très très bien cette situation. C'est le regard des autres qui la rend juive, même si sa famille est une famille républicaine, laïque, qui continue à pratiquer quelque peu, mais enfin, ce ne sont pas des juifs observants. Enfin, et donc, elle ne se sent pas définie par cette identité juive. C'est vraiment... Alors, ce que j'ai voulu faire, et c'est d'une certaine façon compléter ce point obscur de son regard, ce qu'elle a du mal à voir et que nous voyons, c'est le rôle de l'État français. Marie-Josée Chambard-Delot insiste à raison sur la culpabilité, la responsabilité française, la responsabilité de l'État français, la responsabilité de Vichy.
Or, dans le journal, on voit toujours, enfin, elle veut croire. Bien sûr, il y a ce gendarme qui fait son devoir en arrêtant des gamins, des bébés et tout ça, mais elle veut croire que si l'affaire se règle entre Français, la première fois au palais de justice, ensuite elle pense que la famille sera prévenue par des Français, enfin que la menace ne vient pas du côté français, mais uniquement du côté nazi. Et ce que je voulais qu'on voit par-dessus l'épaule d'Hélène et qu'elle ne voit pas bien, qu'elle n'accepte pas bien, c'est que l'État français, l'État de Vichy, l'État de Pétain, l'État de Laval, de Darlan, parce que c'est scandé par les dates de l'occupation, met en place tout un dispositif réglementaire, législatif pour persécuter les Juifs. Et je tenais à ce que ça apparaisse au-delà de ce qu'elle dit elle-même. Voilà, sans lui faire dire autre chose que ce qu'elle dit. Mais on évoque à un moment, il y a un flash où on évoque les gendarmes qui ont prévenu des familles, dont certains étaient arrêtés. Il y a un flash très court, mais c'était bien de l'avoir ajouté parce que ça existait aussi. Prévenir des familles, certains gendarmes l'ont fait. Alors celui qui dit c'est son devoir d'arrêter, il y a d'autres, il y a tout de même de groupes de gens, de ces gendarmes-là, qui ont senti que leur devoir était haut, c'était d'avertir les gens pour qu'ils puissent se cacher, se sauver. Il y a eu des gens sauvés de cette façon-là. Moi, je voulais intervenir juste pour vous dire merci et en même temps qu'on vous remercie pour ce travail extraordinaire et pour ce film merveilleux. On a presque mauvaise conscience, et moi j'ai presque mauvaise conscience à vous dire merci tellement ce film est fort d'humanité, de terreur, et en tout cas le parti pris, le fait d'avoir choisi de montrer à travers les yeux de cette fille cette époque, c'est quelque chose d'absolument terrible d'humanité et d'autant plus dérangeant. Mais en tout cas, voilà, je voulais vraiment vous dire que j'avais été très touché. Et par ailleurs, j'ai découvert, grâce à votre film, tout un pan que je ne connaissais pas, à savoir l'UGIF, cette structure dont j'ignorais l'existence. Et j'avais envie de vous entendre et que vous nous disiez quelques mots sur cette structure. Et alors moi, j'ai perçu, peut-être que je me trompe, quelque chose de très paradoxal dans cette structure qui était à la fois très aidante tout en étant autorisée et donc, comme vous le disiez à un moment, suspecte. Et donc voilà, j'avais envie de vous entendre et d'avoir quelques informations et quelques précisions sur cette structure. Merci beaucoup. C'est une des structures perverses mises au point initiées par les nazis, c'est-à-dire qu'avec le concours de l'administration française et de l'État français, c'est-à-dire que les organisations d'entraide juives ont été sommées de se coordonner, de fusionner, d'être réunies au sein de l'Union générale des Israélites de France, dans un souci de rationalisation, si on veut, et en même temps, l'effet pervers, c'est que c'était aussi le meilleur moyen d'identifier les personnes. Enfin, il y a les fichiers de la police, mais il y avait aussi cet organisme de secours, de bienfaisance, d'assistance, qui aussi était un des moyens de contrôler, de diriger, de parquer les juifs français ou étrangers qui étaient inscrits ou qui bénéficiaient des services de l'UGIF. Donc avec cette chose évidemment encore perverse auquel fait allusion le journal d'Hélène Baird et que je ne voulais pas gommer et cacher, le fait que la carte de l'UGIF, des responsables de l'UGIF, était censée valoir sauf-conduit à ceux qui en bénéficiaient. Et donc il y a une révolte, par exemple, d'Hélène Baird contre cela, et on voit bien que ce sauf-conduit, c'est un leurre, qu'à un moment donné, il ne sert strictement à rien, qu'il a servi juste le temps qui était nécessaire au bourreau, et qu'à un moment donné, il ne sert plus à rien, et que même ceux qui se croyaient protégés par ce statut particulier sont arrêtés et internés et déportés. Ce qui me frappe dans ce film, c'est l'alternance face à la terreur, des moments de désespoir, et puis une vitalité intérieure très forte. Et j'ai eu la chance d'entendre Madame Chambardelot dans une autre conférence, et je crois qu'elle a vécu ces mêmes périodes, c'est-à-dire dans les camps et dans les moments d'oppression,
il y a entre les déportés, entre les êtres, une seconde force qui arrive à effacer un bref instant cette terreur. Je vous remercie. Je voudrais évoquer aussi 2 cas de juifs résistants. Vous voyez, je voulais citer, il y en aurait plusieurs. Quand j'étais à la prison de la Santé, j'avais une voisine de cellule qui s'appelle France Bloch-Serrazin. Elle était à la fois une résistante qui a travaillé avec le groupe de Raymond Lecerand, qui étaient des gens de résistance dure, puisqu'ils faisaient des attentats, etc. Et France Bloch-Serrazin était donc juive et résistante. Elle était chimiste et elle fabriquait des explosifs pour le groupe Raymond Lecerand qui a fait sauter les trains d'armement, voyez. Alors, il y a plusieurs cas de ce genre, parce que cette femme-là, elle a été finalement guillotinée, voyez, elle a été jugée, etc. Il y a plusieurs cas de ce genre, de juifs qui se sont engagés dans la résistance, avec d'autant de risques qu'ils étaient en plus juifs. Voyez, et j'en connais une série de cas de ce genre, de militants engagés. Alors, dont certains de milieux assez aisés. J'ai eu également voisine de cellule, une femme de milieu, ça s'appelait Gisèle de Dampierre. Elle était d'origine juive. Quand ils ont découvert qu'elle était juive, malgré ce milieu très aisé où elle appartenait, elle était résistante quand même. Elle a été arrêtée et, comme résistante. Et le fait qu'elle était juive a été une situation plus fragile, mais elle a été sauvée parce que sa famille a cotisé, a donné de l'argent pour la faire libérer. Il y a toutes sortes de cas multiples qu'on pourrait raconter. Moi, ce que j'évoque là, c'est le fait de cette femme qui était, et d'autres, beaucoup d'autres, qui étaient en même temps juives traquées et en même temps résistantes. Alors ça me semblait important de ne pas oublier tous ceux-là qui ont été engagés fortement dans la résistance. Et ils n'étaient pas qu'un petit nombre, ils étaient nombreux, vous voyez. Alors cela, c'est un autre cas que celui qu'on a vécu, qui a continué à milieu ordinaire. Enfin, elle n'a pas fait ce cap-là d'être résistant. Mais les autres ont existé aussi. J'ai une question pour vous, madame. On voit dans le film qu'Hélène a une compréhension partielle de la situation, qu'elle prend des décisions, qu'elle essaye d'aider, qu'elle ne voit pas tout. Est-ce que vous vous souvenez, vous, quand vous aviez 18 ans, qu'est-ce que vous compreniez de ce qui se passait? Non seulement je comprenais, mais j'étais alertée par mes parents. Nous, on a été résistants, nous n'étions pas une famille juive, nous étions simplement des résistants en Bretagne, et je dirais des gens, des patriotes, et qui voulaient se battre contre le nazisme. Cet aspect-là, moi j'avais 18 ans, et j'avais même, quand l'occupation, ça s'est passé pour moi en Bretagne, mais j'avais déjà des récits. J'avais un grand-père écrivain qui avait ramené de Pologne sous l'occupation à l'époque russe un livre qui s'appelait Les héroïnes, qui étaient des femmes résistantes. Il y a parmi elles d'ailleurs une juive et toutes sortes de catholiques, juifs, etc., qui ont été résistants. Et je lisais ce livre, La lutte contre une oppression. Vous voyez. Et le nazisme, j'étais un peu informée de ce que pouvait être le nazisme, qui était inacceptable et qui nous ont engagés, ma famille et moi, plusieurs amis, dans les Côtes-d'Armor, à aider les résistants qui voulaient traverser la Manche pour rejoindre De Gaulle. C'était le début. Et ensuite, j'appartenais à un réseau de renseignement et plusieurs d'entre nous ont été... trois des responsables ont été guillotinés en Allemagne, à Cologne. D'autres ont été fusillés, d'autres ont été déportés, etc. Et quand je me trouvais à la prison de la Santé, il y avait pas mal de ces résistants durs qui ont été fusillés au Mont-Valérien. Vous voyez, certains juifs et d'autres pas, vous voyez. Tous ces résistants que j'ai connus étaient en prison et ensuite en déportation. J'ai connu Germaine Tillon, Geneviève de Gaulle qu'on vient de faire rentrer au Panthéon et beaucoup d'autres, vous voyez. Et moi, j'ai été une jeune militante à 17 ans, 18 ans, contre le nazisme.
quand on voit le film, on sent qu'il y a une progression du nazisme et tout à l'heure, de la barbarie. Et tout à l'heure, le réalisateur, M. Prieur, a dit que on peut pas savoir à l'époque. Est-ce que vous étiez plus dans l'anxiété, vous vous projetiez plus parce que vous étiez dans la lutte, ou est-ce que vous étiez plus un peu comme Madame Baird, vous découvriez les choses en fait? Vous n'ignoriez pas tout, vous n'ignoriez pas la nature fondamentalement monstrueuse du nazisme, mais en même temps ce qui se passait dans la réalité, puisqu'évidemment c'est une époque où l'information est difficile et parcimonieuse. Et donc qu'est-ce que vous saviez et quelle réaction ça suscitait chez vous? Est-ce que la peur pouvait être plus forte que, si je me fais votre interprète, plus forte que votre courage? Non, vous savez, la peur venait après. Nous, la première chose, c'était la lutte contre le nazisme. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé récemment un livre que je n'ai pas connu à l'époque, mais on avait vaguement cette information-là. Il y avait un livre qui a circulé en France, un appel au peuple français, qui était des Allemands exilés en France, qui ont expliqué l'oppression naziste sur déjà les Allemands. Ceux qui avaient pu fuir nous en ont parlé et raconté. Et certains ont commencé à le savoir. Et nous avons ces documents montrant comment, dès le début, il y a eu, je parle de l'Allemagne, des opposants, des résistants. Et alors, quelquefois, des vagues passaient. Ce qui se passe, c'était une oppression terrible. On n'en savait pas grand-chose. Et de toute façon, cette armée d'occupation, on ne l'acceptait pas. Vous voyez, en Bretagne où j'étais, très vite, tous les interdits sur les murs sont apparus. Le couvre-feu le soir, etc. Les menaces constantes. Et comme la résistance est née assez rapidement, on a vu les premières exécutions. Ceux qui étaient arrêtés étaient torturés, etc. La résistance a pris corps contre une armée d'occupation qui appelait une idéologie nazie quelque chose de terrible dont on n'avait que des échos et qu'on a découvert d'ailleurs, dont on a découvert l'ampleur par la suite dans les camps de concentration que j'ai connus par la suite. C'est un système qui se met en place, qui fonctionne, le nazisme. Monsieur, est-ce que vous pourriez me redire, repréciser, justement par rapport à cette connaissance que les gens, certaines personnes, pouvaient avoir des camps. J'étais un peu étonnée quand j'ai vu votre film par les écrits où Hélène Baird avait l'air de, si j'ai bien suivi, c'est pour ça que je vous demande si vous pouvez repréciser, elle avait l'air d'avoir une certaine idée des camps. Et ça m'a un peu étonnée. Et dans ce que je sais, il y avait des gens, je ne sais pas comment dire, qui avaient des renseignements des camps, des rapports secrets qu'on donnait à certains hommes politiques. Mais bon, bref, pour dire en conclusion, qui savait quoi? Et je voulais juste donner un petit témoignage. Ma famille était juive d'Alsace. Et donc, il y a une partie de mes tantes qui ont allé se réfugier en zone libre en Dordogne. Et est restée une tante avec son mari. Ils avaient une bonne situation. Ils s'imaginaient que avec leur bonne situation et leur relation, ça suffirait pour les sauver. Le reste de la famille les a suppliés de partir et d'aller se réfugier avec les autres reste de la famille en Dordogne. Ils n'ont pas voulu et ils ont fait un aller sans retour. Voilà. Évidemment, j'ai pas transformé le texte, hein, je l'ai pas plié à ce qu'on sait aujourd'hui, à ce qu'on aimerait savoir, à ce qu'on aimerait comprendre. Voilà. La famille, je ne sais pas ce qu'elle savait, mais en tout cas, ce que c'est Hélène Baird, on est frappé par la prescience, l'intelligence de cette jeune fille, de cette jeune femme. Et on a l'impression que plus l'occupation dure, plus elle sait presque tout. Enfin, ce qu'elle ignore,
c'est l'échelle industrielle de la mise à mort, mais elle voit bien que, enfin, en la lisant, elle sait que les enfants ne sont pas arrêtés pour être placés dans des garderies en Pologne ou en Allemagne. Enfin, elle sait bien que derrière cela, il y a un projet meurtrier. Voilà. En même temps, elle reste là. Elle a cette interrogation de ce qui se passe quand on est arrêté, de ce qui se passe quand on est dans les wagons plombés qui risquent de l'emmener vers le lieu inconnu. Enfin, on a l'impression qu'elle sait tout, qu'elle sait presque tout. Et donc, ce qui signifie aussi que si l'on voulait savoir, on pouvait savoir. Voilà. Surtout à Paris, quoi. Surtout à Paris dans la mesure où elle se trouve en contact avec des gens qui ont des expériences très différentes les unes des autres et que dans les hôpitaux, par exemple, dans les hospices, on a des échos directs, des échos indirects de la situation. Et donc, ce qui est très frappant, c'est que cette jeune fille sait presque tout. Moi, je pense qu'ils savent presque tout jusqu'à un certain point. Ils savent des persécutions, mais ils ne se rendent pas compte de l'horreur, par exemple, des masses de chambres à gaz, etc., et ce qui va se passer après. Et ils se maintiennent dans leur situation pendant longtemps, au fond. Il y a un risque, il y a un danger, mais j'ai l'impression qu'ils espèrent malgré tout que ça va se tasser, puisqu'ils restent presque jusqu'au bout. Ils ne sont pas totalement présents parce qu'ils espèrent malgré tout pouvoir maintenir la situation et que ça revienne à l'état normal. C'est une imprudence, mais qu'est-ce qu'ils pouvaient espérer, vous comprenez? Ou se sauver en zone libre, composer une vie d'ailleurs en zone libre, ils vont être pris quand l'occupation de la zone libre va se passer, vous voyez. Ils ne se rendent pas compte de la monstruosité de ce qui attend derrière. Ils sont dans un grand danger, sans plus. Dans la famille Baer, il y a quelque chose de très intéressant par rapport à cette analyse du danger. C'est ce qui se passe pour la sœur d'Hélène, Denise Baer. Elle est enceinte et donc elle veut accoucher. Elle va dans les hôpitaux, on la refuse puisque juive. Elle va dans les cliniques, on la refuse puisque juive. Et finalement, elle va à la campagne où elle sera accouchée par une sage-femme, la sage-femme de la famille, ce qui va la sauver. Sauf que moi, je pensais qu'à ce moment-là, Denise et son mari allaient regagner, enfin, allaient rester à la campagne, ce qui n'est pas forcément un lieu plus sûr d'ailleurs qu'une grande ville, mais je pensais. Et puis finalement, Denise et son mari, François Job, viennent avenue de Versailles, s'installent à avenue de Versailles, trouvent un appartement. Et donc, quand Mariette Job, à ma question, m'a répondu ça, j'étais un peu estomaqué. Et elle m'a dit, non, enfin, vous avez vu, l'avenue de Versailles, c'est un lieu qui est bombardé en 1943 d'ailleurs. Et elle me dit, non, mon père avait fait attention, il avait pris un appartement au premier étage, comme ça, il s'était dit, si jamais les Allemands arrivent, les Allemands, hein, c'est toujours les Allemands, c'est pas les Français. Si jamais les Allemands arrivent, nous pourrons sauter par la fenêtre et nous échapper. Voilà. C'est-à-dire que, oui, quand on veut y croire, quand on veut croire à quelque chose, quoi, on y croit. Et puis bon, ils ont été sauvés, pas parce qu'ils étaient au premier étage, par chance, parce que le jour où on est venu les arrêter, ils n'étaient pas là. Enfin voilà, c'est toujours il y a des coïncidences bénéfiques et il y a des coïncidences maléfiques. Oui, c'est vrai que c'est assez impressionnant, enfin, c'est très très impressionnant, tout ce thème qui se dégage du film autour de la clairvoyance, de la menace, de l'énergie vitale, de cette soif de bonheur et de cette menace qui arrive pas à pas et qui est de plus en plus forte. Et aussi, justement, du piège qui est le désir d'y croire à tout prix, quoi, le désir de se sentir sauvé, quoi qu'il arrive. Et je pense que c'est ça qui est le plus impressionnant dans le film.
Et là, j'ai monté une pièce d'Elie Pressman où il raconte son enfance cachée pendant la guerre. Ça s'appelle Un petit garçon. Et il raconte qu'après l'exode, sa famille est revenue à Paris. Et voilà. Et du coup, oui, il y a toujours cette volonté d'y croire, quoi, de croire qu'on va s'en sortir. Il faut dire qu'ils avaient une vie heureuse aussi. Elle, ce qu'elle raconte de sa vie de jeune fille, c'est une vie de jeune fille très heureuse. Et alors arrive le mal qui glisse petit à petit. Mais même, je me souviens, à l'âge que j'avais 2 ans de moins qu'elle. Très vite, j'ai été engagée pour lutter. Vous voyez, c'est tout à fait. Elle était un milieu privilégié, sans doute aussi. Elle voulait retrouver ce bonheur, ce milieu, etc. Et d'autres, dans le même cas, se sont engagés, vous voyez. Se sont engagés pour lutter contre ce mal, vous voyez. Eux, ils ne se sont pas engagés de ce côté-là. Ils voulaient maintenir cette vie superbe, belle. Enfin, ils sont engagés à essayer d'aider les autres. Enfin, il y avait c'était cet altruisme, cette solidarité. Mais c'est vrai que quand on lit le journal, c'est pas juste un effet d'optique à la lecture, à l'écoute du film. Quand on lit le journal, jamais il n'est question du froid ou de la faim. C'est pas une famille où on a faim, où on a froid. Et Dieu sait que c'est partagé, même par des gens qui ne sont pas persécutés. Voilà. Voilà. Ou bien ça ne l'intéresse pas, je ne sais pas, mais jamais elle n'en parle. Voilà. Et quant à la volonté mais voilà, il faut lire le journal tel qu'il est. Il ne s'agit pas de juger à l'abri de notre confort actuel. C'est pour comprendre. Et pour comprendre aussi, je ne sais plus si je l'ai gardé dans le film, mais il me semble, Hélène imagine que si on vient les arrêter, si on vient arrêter sa famille, elle se cachera sous le lit. Enfin, il y a quelque chose comme ça, comme un enfant, quoi. Et bon, enfin, même si elle s'était cachée sous le lit, on l'aurait arrêtée, quoi, évidemment. Mais il y a une volonté de croire, mais c'est aussi ça qui donne cet optimisme, cette énergie au film et au journal. Le journal, pour moi, il est sans arrêt. Enfin, j'ai accusé ça dans l'adaptation, mais le journal, il est sans arrêt dans cette formule de rhétorique qui est devenue à la mode aujourd'hui, qui est l'oxymore. C'est-à-dire que c'est sans arrêt le chaud-froid, le noir et le soleil. Il y a les séjours à la campagne qui sont merveilleux, il y a les visites, les rencontres avec son fiancé, avec Jean. On ne sait même pas ce qu'ils se racontent d'ailleurs, mais elle est dans le pur bonheur d'être avec lui, elle est dans le pur bonheur du ciel qui est bleu, du soleil qui brille. Enfin, on est très loin de la guerre, quoi. Et puis la page d'après, on est dans une actualité terrifiante. Mais c'est sans arrêt ces passages-là qui tiennent à sa jeunesse, à son envie de vivre qu'elle a eue jusqu'au bout, jusqu'à Bergen-Belsen. Enfin, tous les témoignages disent que c'était une jeune fille qui voulait revenir, pleine de vie, qui soutenait le moral des autres, etc., etc. Oui, moi je pense que d'ailleurs très fort dans le film, c'est de montrer à la fois cette vie de gens heureux, cette jeune fille, vie heureuse comme ça, et on sent le mal qui monte. Ça, dans le film, c'est tout à fait... C'est très très fort, j'ai trouvé. Moi, j'ai senti voir le double aspect, ce mal qui grandit petit à petit, et une certaine inconscience. Ils sont conscients des dangers, mais ce danger, je dirais, est presque abstrait dans ce qu'elle en dit. Encore merci à Madame Chambard-Delot, merci à Monsieur Prieur.